retour sur le plateau du live le vendredi. On refait la semaine économique et nous sommes avec Julien Marcilly. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes économiste à Coface. Donc cette semaine encore sur les marchés et ailleurs on a parlé de la guerre commerciale et on est à moins d'une semaine du délai institué par Donald Trump du 1er mars. Alors qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'accord d'ici la fin de la semaine? Alors dans le scénario de risque où il n'y aurait aucun accord d'ici la fin de la semaine et où le président américain ne serait en désaccord pour repousser la date pour d'éventuelles nouvelles négociations, parce que c'est déjà ce qu'il avait fait. Il faut se souvenir que la précédente date était à fin décembre. Dans ce cas-là, mécaniquement, les droits de douane sur un montant d'importation américaine en provenance de Chine d'environ 200 milliards de dollars seraient augmentés à 25%. Donc avec sans doute un impact significatif sur ces échanges de biens. Et donc en plus on a des chiffres de l'OMC cette semaine qui traduisent un ralentissement des échanges mondiaux. Des chiffres de la production manufacturière en baisse aussi, c'est une conséquence directe de la guerre commerciale? Les deux. Bon, déjà premièrement, bien sûr c'est le scénario de risque qu'on passe à ces augmentations de droits de douane. Le scénario le plus probable c'est quand même qu'il y ait soit un accord avant, soit une prolongation des discussions entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, c'est vrai que ces incertitudes, depuis maintenant quasiment un an, pèsent sur la confiance des entreprises. C'était à l'époque, l'année dernière, à la même époque, en février-mars, c'est exactement à ce moment-là qu'on avait vu la confiance des entreprises en Europe piquer du nez, et en Asie aussi. Et dans le détail, quand on demandait aux chefs d'entreprise qu'est-ce qui les affectait le plus, eh bien, ils nous disaient tous leur perspective à l'export. Et donc mécaniquement, aujourd'hui, on en voit les conséquences sur le commerce mondial, où deux effets jouent en ce moment. Il y a ces incertitudes liées au protectionnisme, bien sûr, et puis il y a de manière plus générale le retournement du cycle industriel au niveau mondial avec le ralentissement de la croissance. Donc la conjonction des deux fait que les chiffres du commerce extérieur sont mauvais en Europe aussi, mais beaucoup également en Asie. On parle de globalisation, est-ce que c'est un mot qui traduit vraiment ce qui se passe en ce moment? C'est pas nouveau, c'est-à-dire que certes il y avait une remontée du commerce mondial en 2017 et au début de l'année 2018. Il faut quand même se souvenir que après crise, on n'a jamais retrouvé les niveaux de croissance du commerce mondial de ceux atteints entre 2003 et 2007. À l'époque, la croissance du commerce mondial était 2 fois supérieure à celle du PIB. Et c'est vrai que le terme est parlant, mais il n'est pas nouveau. C'est vrai que depuis la crise, on est plus sur un rythme de croissance du commerce mondial qui n'est plus 2 fois supérieur à celui de la croissance mondiale, mais qui est bon an mal an à peu près égal à la croissance du PIB mondial. Et pour bien comprendre pourquoi il y a cette guerre commerciale, c'est qu'en fait Donald Trump cherche à rééquilibrer sa balance commerciale. Alors en quoi ça profiterait à son économie? Je pense que Donald Trump a une approche très comptable des choses et donc il regarde d'où vient le déficit commercial américain. En premier lieu, c'est vrai qu'il est creusé avec la Chine, et puis dans un second lieu, il regarde ce qui se passe vis-à-vis de l'Europe, et là c'est sûr que les chiffres sont très négatifs aussi pour les États-Unis, et en particulier vis-à-vis de l'Allemagne, d'où également les commentaires et les incertitudes grandissantes à ce sujet. Mais en quoi ça impacte son économie? Parce qu'il y a quand même le plein emploi aux États-Unis. Il ne peut pas faire mieux. Il a fait toute sa campagne électorale, il faut se souvenir, il y a 2 ans, sur cette thématique de la réindustrialisation de certains États du Midwest qui ont voté majoritairement pour lui. Et donc ce qu'il essaie de faire aujourd'hui, c'est de montrer des gages, et de donner des signaux de confirmation à son électorat qu'il a bien fait des choses en la matière. Et c'est pour ça aussi que même s'il y a un accord avec la Chine d'ici la fin de la semaine ou dans quelques semaines si l'accord est prolongé, il faudra quand même garder en tête que ces incertitudes entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre vont perdurer. Parce que si Donald Trump aujourd'hui est si offensif en matière de protectionnisme, alors que, comme vous le disiez, le taux de chômage est au plus bas et qu'on est à un peu moins de 2 ans de l'élection présidentielle, qu'est-ce que ce sera quand le taux de chômage aura commencé à réaugmenter et qui sera entré vraiment à plein dans la campagne présidentielle? Ce sera très difficile pour lui de vendre à son électorat un accord avec la Chine. Oui, en fait, c'est ça, il a envie que ça s'entende, que son action s'entende, mais il n'a pas intérêt à faire non plus trop durer les choses, parce que pour l'instant, les chiffres vont à sa défaveur. Donc Donald Trump cherche à réduire son déficit commercial aussi envers l'Allemagne, et ça pourrait être le prochain grand pas, c'est-à-dire un accord commercial à négocier avec l'Europe. Comment ça se profile? Est-ce qu'il y a déjà des
pré-négociation? Alors, bon, depuis le mois de juillet dernier, quand Jean-Claude Juncker s'était rendu à la Maison-Blanche, on avait l'impression que la situation s'était très clairement détendue et que des négociations allaient commencer. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé des deux côtés. Après, à la décharge des États-Unis, c'est vrai que depuis, les choses ont traîné. Alors, est-ce que c'est de la faute des États-Unis ou est-ce que c'est de la faute de l'Europe parce que les Européens ont du mal à enclencher ce cycle de négociations? C'est difficile à dire. Mais ce rapport qui a été reçu justement le week-end dernier par la Maison-Blanche, c'est aussi peut-être une manière de rappeler aux Européens, bon, si vous ne vous dépêchez pas, il y a toujours cette possibilité pour moi d'augmenter les droits de douane sur l'automobile, sur les automobiles en provenance d'Europe et en particulier d'Allemagne. Et en disant ça, le président américain sait aussi très bien qu'aujourd'hui l'Allemagne est dans une situation plus vulnérable qu'elle ne l'était il y a 6 mois. Parce que si vous regardez la situation du secteur automobile en Allemagne, bon, les 2/3 de son chiffre d'affaires sont destinés à l'export. Sur ces 2/3, vous avez les 3 principaux destinataires des exportations d'automobiles Allemagne, que sont les États-Unis, 2 le Royaume-Uni, dans une situation aussi difficile, et 3 la Chine, où les surcapacités dans le secteur automobile sont importantes. Donc pour les 3 principaux débouchés à l'export du secteur automobile allemand, la situation est difficile. D'où la réaction un peu inquiète d'Angela Merkel le week-end dernier. Et du coup, quel poids pourra avoir l'Europe? Qu'est-ce qu'il faudra qu'elle négocie, qu'elle laisse de côté pour parvenir à un accord? C'est toute la question, sachant que les différents protagonistes en Europe n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Pour l'Allemagne, la priorité, ça va être d'essayer d'éviter un scénario catastrophe pour son industrie, en particulier pour son secteur automobile. Pour la France, on sent bien que les priorités ne sont pas les mêmes, parce que le secteur automobile français serait moins affecté que l'allemand en cas d'augmentation des droits de douane. En termes de balance commerciale non plus. Exactement. On est à l'extrême opposé de l'Allemagne. En revanche, le risque pour la France, c'est peut-être de voir des augmentations de droits de douane sur certains biens très ciblés dans le secteur agricole, par exemple, où on exporte davantage vers les États-Unis. Et ce serait un moyen aussi pour Donald Trump de montrer à son électorat qu'il décide des choses liées au secteur agricole qui souffre actuellement aux États-Unis. Il pourrait cibler précisément la France sur ce Pas spécifiquement la France, mais même en ciblant l'Union européenne, le principal exportateur de certains biens agricoles vers les États-Unis, c'est la France. Et donc si c'était ce type de biens qui était finalement ciblé, là, dans ce cas-là, la France serait plus affectée. Et un dernier mot peut-être sur les banques centrales cette semaine, et puis depuis quelques semaines qui remettent la machine de la monnaie en marche. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'on va jamais sortir de cette politique expansionniste? C'est vrai que c'est le risque, en particulier pour l'Europe. Les parallèles avec le Japon sont de plus en plus d'actualité. Il y a 2-3 ans, avant la réaugmentation de la croissance en Europe, on parlait un peu de japonisation de l'économie européenne. Je pense que cette thématique va revenir sur le devant de l'actualité en 2019. Bon, à mon avis, c'est un peu prématuré pour le dire, parce que ce qui est compliqué aujourd'hui pour les banques centrales, et en particulier en Europe, c'est qu'il y a une conjonction de différents facteurs qui jouent sur le ralentissement de la croissance, mais en particulier, on va y revenir sur l'automobile, mais il y a des facteurs très temporaires qui ont poussé à la baisse les chiffres d'activité industrielle et donc de croissance du PIB dans l'ensemble des grands pays européens, qui sont liés au changement de normes anti-pollution dans le secteur automobile. Et ça donne une image peut-être plus négative qu'elle ne l'est de la croissance européenne au 3e trimestre de l'année dernière, au 4e trimestre, et puis sur les indicateurs avancés qu'on a au 1er trimestre. Donc le mieux pour les banques centrales, c'est peut-être d'attendre et d'attendre le 2e trimestre pour voir finalement quelle est la réelle situation de la conjoncture en Europe, sans tenir compte de ces effets temporaires sur l'automobile. Et les TLTRO, ça s'appliquerait à qui en serait bénéficiaire? Principalement les banques, bien sûr. Alors, dans la situation actuelle, ce serait bienvenu, notamment pour l'Italie, puisque de facto, c'est le pays dont les taux longs aujourd'hui restent relativement élevés par rapport aux autres, même s'il y a une légère baisse depuis le pic du mois de décembre. On est toujours sur un niveau des taux à 10 ans proche de 3%.
Donc ce qui mécaniquement équivaut pour les entreprises italiennes à un resserrement des conditions de crédit. Et donc c'est comme si la Banque Centrale Européenne avait durci ces conditions de crédit. Donc si jamais il y avait ce type de mesures qui aidaient les banques italiennes qui sont elles très exposées face aux risques souverains, eh bien ce seraient sans doute les principales bénéficiaires à court terme. Oui, la BCE a annoncé cette semaine qu'elle pourrait les remettre en place. Merci beaucoup Julien Mercier. Je rappelle que vous êtes économiste à Coface.